Et si je vous disais qu'il existe un homme qui défend l'indéfendable, un homme qui s'aventure sans peur dans les ombres les plus sombres, où il lutte contre de puissants adversaires, déterminés à le détruire. Ça ressemble à une suite du Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas? Mais c'est l'histoire de Stanley Cohen. Dans un monde où la ligne entre le bien et le mal est souvent floue, où les voix des marginalisés et des controversés ne laissent qu'un faible écho dans les chambres de la justice, Stanley a osé emprunter le chemin le moins fréquenté. Il est un avocat, non seulement en première ligne des batailles juridiques, mais je pense qu'il est juste de dire, il est devenu une bataille lui-même. Imaginez un homme qui a représenté beaucoup des laissés-pour-compte de la société, des rues de New York aux régions déchirées par la guerre du Moyen-Orient. Ses clients, un appel nominal des figures les plus controversées du monde, inclut des membres du Hamas et du Hezbollah, des activistes autochtones et des manifestants politiques. Stanley ne pratique pas seulement le droit, il le vit, le respire, et parfois, il provoque la controverse avec. Mais qui est Stanley Cohen? Certains disent qu'il est un rebelle avec une cause, ou un marginal légal repoussant les limites de la loi. D'autres l'appellent l'avocat du Hamas, ou le défenseur des terroristes. Quoi que vous puissiez penser de lui, son histoire ne concerne pas seulement les affaires qu'il a défendues. Il s'agit de l'essence même de la justice dans un monde de plus en plus complexe et polarisé. Comme nous le découvrirons, pour Stanley, il s'agit de défendre des croyances et des principes, indépendamment de la manière dont il est jugé dans le tribunal de l'opinion publique. Dans cette interview, nous plongeons dans la vie et les batailles de Stanley Cohen. Nous explorerons le fil du rasoir sur lequel il marche, équilibrant entre héros et parias, entre lumière juridique et avocat radical. Nous découvrirons l'homme derrière les gros titres, l'avocat derrière les controverses. Alors rejoignez-moi dans ce voyage, alors que nous démêlons l'énigme de Stanley Cohen. Ce n'est pas juste une autre interview, c'est un voyage au cœur de ce que cela signifie de se battre pour la justice, contre toute attente. Peu importe les conséquences personnelles. Mais êtes-vous prêt à remettre en question vos croyances? Êtes-vous prêt à tout remettre en question, ce que vous savez sur le bien ou le mal, et les nombreuses zones grises entre les deux? Si oui, restez à l'écoute. Et nous y voilà. Stanley Cohen, comment allez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup de nous rejoindre. Pour vous, c'est le matin, 10 heures. Pour moi, c'est l'après-midi, ici aux Pays-Bas. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de passer un peu de temps avec vous. J'apprécie l'opportunité et l'invitation. Bonjour ou bon après-midi à vous. De même, de même. Stanley, ces derniers jours, je réfléchissais à la meilleure façon de te présenter. J'ai devant moi quelques écrans remplis de notes. Maintenant, juste devant moi, j'ai des étiquettes comme défenseur du djihad, défenseur du Hamas, défenseur de terroristes. C'est un côté. Mais de l'autre côté, tu sembles avoir un faible pour les opprimés, n'est-ce pas? Donc j'aimerais explorer les deux côtés, si cela te convient. C'est bien. D'accord. Donc si vous deviez vous décrire en quelques mots, comment le feriez-vous? Parce que je n'ai aucune idée de la meilleure façon de le faire. Donc je vous laisse faire. Comment vous décririez-vous vous-même et votre carrière, qui s'étend sur plus de 3 décennies? Eh bien, je pense que pour comprendre qui est Stanley Cohen, il faut regarder ma vie avant que je ne devienne avocat. J'étais un militant anti-guerre pendant la guerre du Vietnam quand j'étais très jeune. Je suis ensuite devenu volontaire VISTA, qui est l'équivalent domestique du corps de la paix aux États-Unis. Après cela, j'ai travaillé comme travailleur social et organisateur communautaire. J'ai dirigé un programme de drogue pour les fugueurs décrocheurs, principalement des femmes et des hommes, des garçons et des filles de couleur. Puis, je suis allé à la faculté de droit, commençant plus tard que la plupart. J'ai rejoint la division de la défense criminelle de la Legal Aid Society,
où j'ai représenté des personnes pauvres de couleur et des individus politiquement actifs pendant 7 ou 8 ans, ce qui a mené au reste de ma carrière. Ma carrière a essentiellement été le reflet de mon évolution en tant que jeune homme, activiste, organisateur, travailleur social et avocat d'aide juridique. Si vous deviez me décrire, je dirais que j'ai passé plus d'un demi-siècle à essayer d'assister dans la quête de justice, guidé par mes principes, expériences, histoires et croyances. Tout au long de ma carrière, j'ai principalement représenté ceux qui sont désespérés, méprisés et désaffectés. Je suis avocat depuis 40 ans et pendant cette période, j'ai représenté des membres de l'IRA, la Société des guerriers de la nation indienne iroquoise, un groupe militant impliqué dans la lutte armée pendant de nombreuses années, le Hamas et des individus présumés être associés au Hezbollah et au Sentier lumineux. Machteros, le Falen à divers moments, Squatters, Black Bloc. Donc que ce soit en tant qu'activiste, organisateur ou dans d'autres rôles, c'est intéressant. J'ai quelques amis ici qui sont des dissidents israéliens passant quelques jours chez moi. Ils regardaient une plaque en bas qui présentait un article de journal sur moi de l'époque où j'étais considéré comme le bon juif. Cette histoire mettait en lumière mon travail représentant pro bono les cuisines pour les sans-abri et les personnes sans domicile à New York dans la fin des années 80. Et à cette époque, j'étais vu comme le gentil. Maintenant, je suis étiqueté le mauvais juif et accusé d'être antisémite parce que ma carrière a suivi mon chemin, le voyage de ma vie, ma lutte pour la dignité, les droits humains, la justice, l'égalité et l'autodétermination, tant au niveau national qu'international. Cela a été mon pendant plus d'un demi-siècle. Vous êtes au moins la deuxième personne qualifiée de juif qui se déteste que j'ai interviewé. Noam Chomsky, avec un grand sourire, m'a dit exactement la même chose. Oui, je viens d'une longue lignée de juifs qui se détestent eux-mêmes. Mon grand-père et son frère, mon grand-oncle, étaient des narodniks. Ils se sont battus contre le tsar. Ma arrière-grand-mère a dû les mettre sur un bateau parce que le tsar avait ordonné leur exécution. Ils se sont enfuis en Afrique. L'un est allé en Afrique du Sud et l'autre dans ce qui était alors la Rhodésie. Mon père, qui parlait couramment le yiddish et l'allemand, a aidé à libérer des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été gravement blessé. Et je lutte contre le sionisme. Donc je viens d'une longue lignée de personnes dans ma famille qui ont pris des positions de principe dans la poursuite de la justice et des droits de l'homme. Il n'y a rien de nouveau à cela. C'est une tradition dans ma famille. Et je pense que nous devrions peut-être cadrer un peu cette conversation. Nous sommes maintenant, je crois, dans la 5e semaine après les attaques du Hamas contre Israël et le bombardement tout aussi indiscriminé de la population civile à Gaza, n'est-ce pas? Oui. Donc dans ce contexte, et vous venez de mentionner la Russie, rappelons-nous Lord Balfour et la déclaration Balfour. Les gens ont ici une idée fausse. Peut-être pourriez-vous élaborer. Quel est le véritable contexte derrière la déclaration Balfour, dans le contexte des Juifs russes forcés de quitter la Russie? Eh bien, le film Lawrence d'Arabie était très célèbre aux États-Unis et très populaire. Il mettait en lumière la déclaration Balfour, qui remonte à un siècle et demi, à des projets coloniaux européens antérieurs au Moyen-Orient. Ces projets visaient à contrôler, diviser et créer des pays à partir desquels ils pourraient extraire des ressources, offrir du soutien et favoriser le développement. Ainsi, la déclaration Balfour représentait un type différent d'occupation à un moment différent dans le temps. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, il est important de se rappeler que le sionisme s'était développé bien avant la guerre. Le sionisme était très largement un projet colonial européen qui cherchait à s'étendre au-delà de l'Europe. Par conséquent, la déclaration Balfour ne peut pas être considérée isolément.
C'était une ère différente, marquée par des ambitions coloniales qui visaient à façonner les aspirations, l'avenir et le paysage de la région. La déclaration Balfour a conduit à des accords avec des groupes comme l'Irgun, le Gang Stern, le Palmach et la Haganah. Ces groupes, tous étiquetés comme organisations terroristes, étaient impliqués dans une série d'actes violents. Ils ont réalisé des attentats non seulement à l'hôtel King David et contre l'ambassadeur suisse, mais ont également ciblé des postes de police, kidnappé des soldats britanniques et les ont exécutés. De plus, ils ont mené une longue campagne de lettres piégées. Cette période représentait le déplacement de l'un des plus anciens empires coloniaux de la région par un projet colonial plus récent. Malgré sa nouveauté, et ce projet a continué la longue tradition d'intervention européenne. Maintenant, bien sûr, les interventions européennes étaient souvent justifiées par des raisons nobles. Lorsqu'on discute des projets coloniaux européens, il est important d'inclure les États-Unis dans cette catégorie. Dans les Amériques, les estimations de la population indigène avant l'arrivée des Européens varient largement, avec des chiffres allant de 20 millions à 60 millions. Indépendamment du nombre exact, l'impact de la colonisation européenne a été dévastateur. Les communautés indigènes, qui existaient depuis des milliers d'années, ont été décimées. Des millions de personnes indigènes ont été tuées, déplacées et soumises à des efforts visant à leur assimilation forcée, souvent euphémiquement désignée comme une rééducation. Revenant sur le sujet de la déclaration Balfour, il est crucial de comprendre ses implications dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et même avant la guerre. De petits groupes de Juifs fuyaient les pogroms et les persécutions en Europe, cherchant la sécurité et un nouveau départ. Gardez à l'esprit, bien avant 1948, il y avait un très petit pourcentage de Juifs, non pas des Ashkénazes, mais des Juifs originels, vivant en Palestine, environ 3% à 4%. Ils possédaient 8% à 10% des terres. Avec l'afflux forcé, le retrait et l'évacuation, suivi par l'autorisation éventuelle de relocaliser des millions de personnes vers ce qui était la Palestine, un nouveau projet colonial a émergé dans la région. Ce projet est toujours en cours. En plus d'Israël, il y a une augmentation des mandataires. Par exemple, les accords d'Abraham représentent la prochaine génération de relations de mandataires entre les États-Unis, Israël et en grande partie les pays du Golfe, bien que le Maroc le soutienne également. Cela semble être un processus sans fin de l'Europe, et par extension ses alliés, cherchant à acquérir plus d'espace, plus d'influence et plus de marge, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de mandataires. Oui, je dois dire. Et encore, je ne veux pas mentionner son nom trop souvent. Mais Noam Chomsky m'a ouvert les yeux sur un point spécifique auquel je n'avais vraiment pas pensé auparavant. Il a dit que la simple existence d'Israël est la manifestation la plus antisémite à laquelle il pouvait penser. Et il a dit en fait que même Hitler n'était pas allé aussi loin. Alors j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait réellement dire. Et c'est pourquoi je vous demande à propos de Lord Balfour, parce que son motif pour l'établissement d'Israël était purement antisémite. Il ne voulait pas de Juifs en Europe. Eh bien, j'ai une fois participé à un procès fédéral où j'interrogeais un imam très célèbre, qui est depuis décédé. Le procès concernait la charte du Hamas et le procureur a soulevé la question de l'antisémitisme. Lors de ma contre-interrogation, j'ai demandé à l'imam « Vous détestez-vous vous-même » Le juge était perplexe face à ma question. Alors j'ai précisé « Êtes-vous un sémitique » L'imam a confirmé « Bien sûr que je suis un sémitique. Les Arabes sont des sémites. » Cela illustre que, à de nombreux niveaux, l'établissement d'Israël était antisémite. Cela impliquait une décision consciente d'éradiquer et de déplacer en masse des personnes sémitiques de leurs terres, et cela servait également le dessein de l'Europe de se débarrasser des Juifs qu'ils trouvaient gênants.
and also for Europe to get rid of the pesky Jews. So it's et pour créer le genre de tension et de conflit qui s'est régénéré et a explosé à nouveau très récemment. Bien que les gens m'aient posé des questions sur la nature explosive du 7 octobre, ma réponse est que nous devrions parler du 7 octobre de 1948, 1955, 1967. Quand je mentionne le 7 octobre, je ne fais pas référence à ce qui est supposé s'être passé par les brigades Ghassan, parce que je ne sais pas. Cependant, l'explosion récente, cette nouvelle génération de génocide, doit être vue dans le contexte de 75 ans de déplacement, d'exécution de masse, de périodes de viol, de détention politique, de ségrégation complète et de punition collective. Toutes ces actions, clairement interdites par le droit international, ont caractérisé le parcours de l'État israélien depuis 1948. Oui, et cette histoire est souvent négligée. Je l'ai déjà mentionné. Les commentateurs, surtout maintenant avec les attaques du Hamas, ont tendance à se concentrer sur les événements immédiats, le quoi, et ils ignorent les raisons sous-jacentes, le pourquoi, le contexte. Allez-y, je suis désolé. Non, le contexte est très important. Si le contexte ne vous convient pas, vous pourriez vous concentrer uniquement sur la question immédiate et négliger le contexte. Eh bien, à ces sionistes qui évoquent les terribles événements du 7 octobre, je dois dire qu'il existe de nombreuses rumeurs, théories et positions différentes sur ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est produit à ce moment-là et qui en était responsable. Cependant, il n'y a eu aucun débat, contestation ou désaccord sur les événements à Gaza et plus largement en Palestine, particulièrement à Gaza et de plus en plus en Cisjordanie, depuis des décennies. Il n'y a pas de débat à ce sujet. Il ne s'agit pas d'intelligence artificielle créant de fausses images ou narrations. Les preuves sont claires pour tous. Un exemple récent que je mentionne souvent est la Grande Marche du Retour, où 30 000 manifestants ont été blessés ou tués. Et pourquoi? Principalement pour avoir simplement manifesté. Oui, certaines personnes ont brûlé des ballons et d'autres ont jeté des objets. Cependant, la majorité des dizaines de milliers de manifestants étaient pacifiques. Ils se sont approchés de ce qui est appelé la frontière du camp de prisonniers. Des tireurs d'élite israéliens positionnés sur une colline ont tiré et tué des gens. Les gens oublient souvent le contexte. Ils négligent les événements de 2014, 2016 et 2018. Ils voient les événements du 7 octobre comme un déclencheur sans précédent. Cette perception existe parce que, à de nombreux niveaux, elle a exposé la vulnérabilité de l'appareil de sécurité et militaire israélien, ainsi que du système de renseignement, qui était auparavant considéré comme invincible. Et comme je l'ai dit, il reste à voir ce qui s'est passé, avec qui, pourquoi et quand. À ce stade, je ne suis pas prêt à répondre à ces questions d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est intéressant et j'ai pris cette position publiquement. Si Israël a des preuves que les brigades Qassam, les mouvements palestiniens ou ce qu'on appelle des loups solitaires ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, alors, très bien. Ils devraient présenter leurs preuves devant la Cour pénale internationale. Il y a un lieu qui est disponible depuis 8 ans maintenant, et depuis 2021, il a reconnu sa juridiction sur les actions d'Israël dans les territoires occupés. Ils devraient présenter leur cas et le porter devant la communauté internationale. Cette notion implique de sculpter, manipuler, tordre et sélectionner avec soin des photos, des événements et des situations. En même temps, nous entendons des récits différents de la part des Israéliens qui étaient là, qui heureusement n'ont pas été tués ou blessés et qui n'ont pas été capturés. Ils racontent une histoire différente. Donc, c'est difficile à dire. Mais pour revenir à votre point initial, le contexte est essentiel. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul moment, jour et lieu, sans reconnaître
l'histoire bien documentée et établie d'Israël comme étant des crimes contre l'humanité, des punitions collectives, des crimes de guerre et un génocide contre le peuple palestinien, commençant même avant que les Nations Unies reconnaissent Israël comme un État suite à la déclaration Balfour, disant effectivement aux Palestiniens de partir. Juste pour être clair, il y a bien eu la marche de la liberté. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé, mais elles n'ont pas toutes été abattues. Je crois qu'environ 200 ou 300 personnes ont été abattues, n'est-ce pas? Non, il y avait jusqu'à 30 000 personnes blessées, soit par des balles, soit par des gaz lacrymogènes, et je pense que 300 ont été tués, entre 200 et 300. Mais des milliers ont été abattus pour n'avoir rien fait de plus que manifester. Y avait-il certains qui ne faisaient pas que manifester? Évidemment, cela arrive. Mais en comparaison, c'est comme répondre à un incident le 7 octobre en assassinant 11 000 civils et en tuant 5 000 enfants. L'essence de la loi de la guerre est la proportionnalité. Israël n'a jamais cru au concept de proportionnalité, ni cru à l'application du droit international à ses actions, n'importe où, n'importe quand. Cela a toujours été le cas historiquement en Palestine, au Liban et en Syrie. L'idée de proportionnalité d'Israël est le chaos massif et le massacre. C'est ce qu'il a toujours fait, jusqu'à ce que la communauté mondiale intervienne pour le retenir. Ce qui n'est souvent pas le cas. Je ne veux pas centrer cette interview sur les attaques du Hamas, mais j'aimerais brièvement discuter de quelques points. Il y a de plus en plus de rapports en provenance d'Israël, indiquant que le récit original n'est pas entièrement exact. Donc, il est incontestable que des événements terribles se sont produits, et il n'y a aucune intention de minimiser ces événements. Cependant, il y a maintenant même des vidéos de pilotes d'hélicoptères israéliens qui ont tiré à la fois sur des militants du Hamas et sur des Israéliens qui fuyaient, y compris ceux qui étaient au festival. Il y a des images de drones montrant ce qui semble être un cimetière de plusieurs centaines, peut-être même un millier de voitures, qui n'auraient pas pu être incendiées par les types d'armes que possédait le Hamas. Cela indique une destruction à grande échelle. Il y a des communications interceptées, exprimant des doutes, révélant une incapacité à différencier entre les terroristes et les Israéliens. Et pourtant, ils ont quand même ouvert le feu. De plus en plus de rapports émergents d'Israël, suggérant que certains des 1400 à 1500 décès israéliens auraient pu être dus à des tirs amis. Quel est votre avis sur la question? Eh bien, il y avait également des entretiens avec des survivants qui ont dit qu'au cours du conflit, ils ont été témoins de fusillades. Ils avaient des amis qui ont été abattus par des soldats israéliens en traversant un champ. Selon ces survivants, un soldat israélien a ouvert le feu sur eux. Un autre point important est la tendance d'Israël à catégoriser toute personne ne portant pas d'uniforme comme un civil, ce qui est trompeur. Selon le droit international, les réservistes sont considérés comme des cibles légitimes. En Israël, une partie importante de la population, je crois environ 60%, des individus âgés de 18 à 50 ans sont des réservistes. Par conséquent, ils sont des cibles légitimes selon le droit international. Ce pourcentage a diminué au fil du temps, mais il reste substantiel. Les colons armés, les colonies avec des réserves d'armes et les forces de sécurité sont considérés comme des cibles légitimes. Il est indéniable que des civils, au sens traditionnel du droit international, figuraient parmi ceux qui ont perdu la vie. Nous ne savons pas qui est responsable, mais la destruction massive observée, telle que les dommages aux voitures et aux kibbutzim, n'a probablement pas été causée par le Hamas utilisant des AR-15. Un autre point à considérer est l'incertitude concernant le nombre d'Israéliens décédés qui étaient réellement des soldats. Le nombre pourrait être aussi élevé que 250.
250, I've heard as high as that. Each of these little communities, Chacune de ces petites communautés avait une présence militaire, de sécurité et de colons armés. Il est important de se souvenir de cela. L'idée que les brigades Qassam aient simplement traversé un champ et tué 1200 ou 1300 personnes dès le départ est absurde et ridicule. Cela ne s'est pas passé. Vous avez raison. Nous ne devrions pas passer d'un extrême à l'autre. Les photos montrant des centaines de voitures et de bâtiments détruits indiquent clairement que les dommages ne viennent pas du Hamas. Cela donne d'autant plus de raisons à M. Netanyahou de prouver son cas à la CPI. Si vous ne voulez pas aller à la CPI, envisagez d'aller à la Cour internationale de justice. Allez à la CIJ qui fait partie des Nations unies. Prouvez votre cas là-bas. Partagez vos vidéos et interviews. Cependant, cela permet également une réponse. La réponse que nous avons vue au cours des 3 dernières semaines est sans précédent, non seulement par sa férocité, mais aussi par son caractère tangible. Israël n'a même pas essayé de justifier ses actions. Il y a une contradiction à dire que le Hamas, les groupes palestiniens, le djihad, le FPLP ou les soi-disant loups solitaires utilisent des civils comme boucliers humains. Et c'est pourquoi il y a tant de pertes de vie en surface. Mais ensuite, l'argument se déplace vers le fait qu'il s'agit de tunnels et d'activités souterraines. Et vous détruisez tout pour atteindre les tunnels. Donc vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce que nous voyons, c'est un cycle de raisonnement israélien, d'excuses et d'histoires qui changent selon le jour, l'heure et le public. Israël doit prouver son cas. Vous êtes à la CPI maintenant. Vous ne voulez pas y être, mais en 2021, il a été déterminé que vos activités dans les territoires occupés relèvent de sa juridiction. Présentez votre cas. Ne laissez pas cela à des gens comme Jonathan Greenblatt de l'ADL, avec leurs publicités télévisées qui sont partout en Amérique en ce moment, ou les tentatives de faire taire les étudiants qui soutiennent les droits des Palestiniens dans le milieu universitaire. Mais cela n'est pas typique d'Israël. Ce n'est pas ainsi que Netanyahou gère les situations. Ce n'était pas la manière de Golda Meir, ni celle d'aucun des premiers ministres israéliens, qu'ils soient considérés comme héroïques ou non. Ils ont toujours préféré utiliser la propagande et ont été réticents à permettre un examen indépendant des événements. Un exemple parfait est Sabra et Shatila, où Sharon a été puni pour avoir laissé le massacre se produire. Il a perdu sa position, mais ensuite, 2 ans plus tard, il est devenu Premier ministre. C'est à peine une punition. Un moment, vous n'êtes plus en charge au Liban, et l'instant d'après, vous êtes le Premier ministre du pays. Cela ne sert guère de leçon. C'est problématique. Oui. Pour ceux qui pourraient ne pas être familiers, pourriez-vous élaborer un peu? Pas trop en détail. Juste une brève explication serait utile. Les Metzli font agir 2 camps de réfugiés au Liban qui ont été encerclés puis envahis par une milice phalangiste libanaise. Hein? Oui, ils ont été envahis par une milice libanaise avec le soutien de Sharon et de l'armée israélienne alors qu'ils occupaient le Liban. Les forces israéliennes fournissaient les limites extérieures et la protection. Pendant ce temps, les phalangistes se sont livrés à un déchaînement, violant femmes et enfants et tuant des milliers de personnes. Israël n'a rien fait pour arrêter cela. Des Israéliens étaient impliqués, et c'était clairement un crime de guerre et un crime contre l'humanité, provoquant l'indignation. Cela semblait être écarté comme juste plus de souffrances palestiniennes, ceux qui avaient été chassés. Sharon a été tenu responsable par Israël, il a été écarté de sa position militaire, et puis, plusieurs années plus tard, est devenu Premier ministre. Ces genres de tragédies se sont répétés à travers l'histoire, selon le moment où nous commençons notre récit. Est-ce depuis 1948, depuis 1967 ou depuis 1880? Tout au long de cette période, il y a eu de nombreux incidents où, à ce jour, le 7 octobre,
nous avons de 1400 à 1500 Israéliens morts. Mais combien de Palestiniens sont morts au fil des décennies? Ce n'est pas une question rhétorique. Le savons-nous, ma? That's not a rhetorical question. Do we actually know? Well, look, I've written much about it, both in terms of legal. Eh bien, j'ai beaucoup écrit à ce sujet, à la fois dans des mémoires juridiques et des articles. Il y a un fait qui choque initialement les gens. Depuis 1948, il y a probablement eu 1,5 million de Palestiniens qui ont été dépossédés, exilés, assassinés, estropiés, réduits au silence ou détenus pour des raisons politiques. Plus précisément, 800 000 Palestiniens ont été détenus au fil des ans. Au total, plusieurs milliers de Palestiniens ont été exécutés sur déplaces exilés fois démenottés. Have been raped, that have been displaced and exiled from their homes, their communities. There have been, Bedouin neighborhoods. Les quartiers et les communautés bédouines ont été rasés et nivelés. Les maisons sont prises et volées tout le temps. Des zones sont annexées en violation du droit international. Alors, quand les gens commencent à parler du 7 octobre, je leur dis qu'ils ne veulent vraiment pas commencer une analyse comparative sur qui a été blessé, estropié ou dont la vie a été perdue au fil des ans. C'est parce qu'il y a clairement un modèle continu et ininterrompu de violation du droit international par Israël depuis même avant la Nakba. La Nakba ne s'est pas simplement commencée et terminée, elle est toujours en cours, se manifestant sous différentes formes et intensités. Ce n'est pas par accident qu'il y a, 6 ou 7 millions de Palestiniens qui sont apatrides, vivant comme réfugiés dans des camps autour du monde. Pendant ce temps, les Palestiniens de 1948, ou les Arabes vivant en Israël, se trouvent dans un État-nation qui élève le judaïsme au-dessus de toutes les autres religions. Ils sont soumis à 65 lois distinctes qui accordent des avantages basés sur l'identité juive, des avantages non disponibles si vous n'êtes pas juif. Il y a un système de murs, de bantoustan et de lois séparées, incluant quelque chose d'aussi basique que des plaques d'immatriculation de couleurs différentes. L'idée que les événements du 7 octobre soient uniques dans l'histoire de cette lutte est naïve et absurde. Le 7 octobre a en effet été la première fois qu'un si grand nombre d'Israéliens ont été blessés en un seul lieu et en même temps. Cependant, en comparant les actions d'Israël et le soutien qu'il a reçu de ses alliés européens et occidentaux au fil des décennies, il n'y a tout simplement aucune comparaison. Je soutiens toujours que je crois en la bonté intrinsèque des gens. Si vous vous demandez comment toutes ces choses que nous voyons peuvent se produire, il n'y a qu'un mot pour cela, et il ne vient pas de Goebbels. C'est la propagande. Dans ce sens, je vois les Israéliens eux-mêmes comme victimes de la propagande des dirigeants du projet sioniste. Ce projet visait à établir Israël là où il se trouve maintenant pour servir les intérêts coloniaux. Non, vous avez absolument raison. Comme je l'ai mentionné, j'ai eu plusieurs Israéliens qui m'ont rendu visite récemment. L'un est un ancien collègue et l'autre quelqu'un que je viens de rencontrer. Tous les deux sont des résistants qui ont été emprisonnés pour leurs croyances antisionistes. Dans nos discussions hier soir, nous avons abordé l'auto-indoctrination prévalente au sein du corps politique israélien. Malgré la reconnaissance de la propagande et l'admission de ces mensonges, un grand nombre de personnes continuent de l'accepter. Cette acceptation leur permet d'éviter de confronter la réalité de leur complicité, de leur silence et des actions de leur État. Ils réalisent que le récit est fabriqué et faux, mais ils l'acceptent ouvertement, même s'ils savent émotionnellement et intérieurement que ce n'est pas vrai. Il y a autre chose qui m'a frappé depuis que j'ai commencé cette série d'entretiens. Je deviens plus hésitant à appeler cela le conflit Israël-Palestine, parce que ce terme ne capture pas pleinement ce qui se passe réellement. J'ai parlé avec de nombreuses personnes bien informées qui avaient, dans la vingtaine, parfois la trentaine, avant d'entendre pour la première fois le mot Nakba. J'ai parlé avec des Israéliens
qui m'ont dit n'avoir jamais rencontré un seul Palestinien, soulignant la profonde séparation entre les deux groupes. Cela nous amène à la discussion sur l'apartheid, qui, bien que pas à 100% sémantiquement correct par rapport à l'Afrique du Sud, soulève néanmoins des points importants. En Afrique du Sud, le but était d'exploiter les personnes noires, alors qu'ici, le but semble être de les éliminer ou de les tuer. Il y a des différences significatives dans ces situations. Quel est votre avis? Eh bien, mon avis sur les deux systèmes. Oui, il est très clair qu'Israël n'a jamais caché ses intentions. Ils l'ont nuancé, ont essayé d'ajouter de la subtilité à leur approche, surtout depuis les accords d'Oslo, qui étaient essentiellement du non-sens. La stratégie ultime, le plan ultime, est le nettoyage ethnique complet de la Palestine. Cela implique de retirer des millions de Palestiniens et de soumettre ceux qu'ils appellent citoyens arabes israéliens, qui sont en réalité des citoyens palestiniens israéliens, à une existence misérable et désespérée avec un statut de seconde classe. L'objectif semble être soit de les chasser, soit de réduire considérablement leur statut, même aux yeux des sionistes libéraux. Depuis des années, la soumission a été conçue dans une certaine mesure pour soutenir l'économie. Les travailleurs de Gaza empruntent des chemins bordés de fils barbelés et non des tunnels pour travailler pour des salaires minimes. Cela rappelle les files d'attente du petit matin où vous faites la queue pour gagner peut-être 50 shekels pour la journée. Les politiques d'Israël ont fluctué, mais il est désormais clair que leur objectif est de retirer tous les Palestiniens. Ils voient Gaza comme une ressource précieuse pour le gaz offshore et son potentiel en bord de mer. Et le canal Ben Gurion, c'est exact. Le Ben Gurion s'écoule également là-bas. Ils voient le potentiel pour des propriétés de luxe en bord de mer, presque comme une extension de Tel Aviv. Ils ont pris la décision consciente de poursuivre cette vision, une décision que Netanyahou, du moins, a embrassée. L'idée selon laquelle nous essayons subtilement de coexister avec une série de Bantoustans où nous tentions de comprendre qui nous sommes et comment nous pourrions vivre les uns avec les autres, a été éclipsée. L'annexion est devenue la loi, pas seulement de facto. Pendant ce temps, de plus en plus de soi-disant colons, en grande partie venus de l'Occident, ont pris possession des territoires occupés. Ils ont construit des maisons entourées d'armes et de technologies avancées. La situation change en ce moment même. Une partie que les gens ne devraient pas oublier est que Netanyahou a un défi significatif devant lui. Il est sous inculpation, ou du moins accusé de 3 infractions graves distinctes. Il pourrait finir en prison. Son cercle intime est essentiellement composé de kahanistes de 2e génération qui sont un groupe de personnes très mauvaises, très racistes et très antisémites. Ensuite, vous avez des sionistes libéraux, faute d'un meilleur terme, qui ont passé la dernière année en manifestation. Cependant, ces manifestations n'étaient pas pour soutenir les droits des Palestiniens, mais pour protéger leur propre intérêt personnel dans le système judiciaire. Et ils ont créé des problèmes. Et maintenant, nous avons cette situation. Netanyahou ne va pas survivre. Que ce soit dans 2 semaines, 2 mois ou 6 mois, il sera parti. Cependant, le soi-disant gouvernement d'unité est encore largement animé par un nombre significatif de personnes qui haïssent et méprisent les Palestiniens. Ils ne voient pas les Palestiniens comme des êtres humains, mais plutôt comme partie d'un projet colonial bizarre sur leur terre, où ils n'ont pas été, à quelque degré que ce soit, depuis 3000 ans. Donc, nous sommes à un carrefour. Malgré toutes les revendications pour au moins des cessez-le-feu limités, sinon complets, et les appels à des discussions et négociations actives, Netanyahou les ignore. Il sait que tôt ou tard, il va devoir s'arrêter. Avant d'atteindre ce point, Netanyahou vise à causer autant de destruction à Gaza que possible. Il veut tuer autant de Gazaouis qu'il peut et créer un chaos généralisé.
Son objectif est que les conséquences soient significativement différentes de la situation en 2014, lorsque le Qatar a investi 5 à 6 milliards de dollars pour reconstruire des parties de Gaza, seulement pour que cela soit détruit à nouveau 2 ans plus tard. Cela représente un effort total de la part de Netanyahou, marquant un pic dans ses politiques agressives. Cette situation rappelle les pogroms historiques, comme dépeints dans des films tels que Dr. Zhivago et Un violon sur le toit, qui illustrent la véritable nature de telles atrocités. Il ne s'agit pas simplement de déplacer des gens d'un village à un autre. Il ne s'agit pas simplement de crier « Mort aux Arabes » en marchant à travers Jérusalem occupée. Il s'agit de l'éradication complète d'une culture, du déplacement des personnes. C'est une situation où vous partez volontairement, où vous faites face à la mort. Les maisons sont détruites, les champs et les fermes sont ruinés, les sources d'eau sont empoisonnées, les infrastructures sont démolies, et la future génération d'enfants, qui pourraient devenir les prochains leaders, est tuée. C'est la situation actuelle. Une décision consciente a été prise. Alors que le monde implore un arrêt, même temporaire, Netanyahou a l'intention de causer autant de destruction et de chaos qu'il le peut, aussi longtemps qu'il le pourra. Cela m'a juste ouvert la porte pour revenir une dernière fois sur les attaques elles-mêmes. Nous avons établi qu'il y a un immense champ de gaz juste en face de Gaza. Nous avons également établi que la planification pour l'alternative au canal de Suez est censée passer par Gaza. Donc il y a un intérêt de la part d'Israël ici. Ce qui m'a frappé à propos des attaques initiales, c'était la réponse retardée de l'armée israélienne. La clôture de Gaza a été franchie. Si je me trompe, en 29 endroits différents. Le temps de réponse de l'armée israélienne variait, les rapports indiquant qu'il était quelque part entre 3 et 20 heures avant que l'armée n'arrive, selon l'endroit. J'ai eu une interview captivante avec l'historien suisse Daniel Leganza. C'est un jeune homme, et il a inventé le terme LIHOP, qui signifie « Let it happen on purpose », laisser faire exprès. Il était très clair pendant notre discussion sur Pearl Harbor, affirmant qu'il est confiant et qu'il a toutes les informations concernant Pearl Harbor et le concept de laisser faire exprès. Cependant, il a mentionné qu'il est moins confiant concernant Gaza en raison du manque d'informations, mais il a noté que les similitudes sont frappantes. Alors, quelle est votre perspective dans la mesure où vous pouvez nous le dire? Écoutez, j'ai eu des discussions avec des gens qui disaient que Netanyahou voulait que cela se produise parce qu'il avait besoin d'un prétexte. Il voulait une excuse, et c'était la manière de le faire. Je n'accepte pas cela. Je pense que c'était une combinaison de nombreux facteurs. Il y avait un élément de surprise, le remplacement des soldats par des équipements et technologies de surveillance électronique, qui même en 2023 ne fonctionnent toujours pas efficacement. Netanyahou avait de plus en plus purgé son cercle intime, son conseil de sécurité et son leadership militaire d'individus expérimentés, chevronnés et sophistiqués. Il les a remplacés par des kahanistes de deuxième génération, qui étaient des extrémistes politiques et les plus racistes, inexpérimentés et fascistes de tous les leaders israéliens. Alors, je pense que c'était probablement une combinaison de nombreux facteurs, l'incompétence étant l'un d'entre eux. Est-ce que je crois que quelqu'un a pris la décision consciente de laisser faire, de les laisser déferler et tuer autant de personnes que possible, parce que cela fournirait un prétexte pour entrer dans Gaza? Ma réponse est non. J'ai eu cette discussion récemment avec quelqu'un. Les gens disent que les États-Unis avaient besoin d'un prétexte, suggérant que des événements comme le 11 septembre ont été permis de se produire avec un clin d'œil des États-Unis, ou que les allégations d'armes de destruction massive ont été présentées aux Nations Unies parce que les États-Unis avaient besoin d'un prétexte pour envahir l'Afghanistan et l'Irak, entraînant des conséquences terribles. Cependant, les États-Unis n'ont jamais eu besoin d'un prétexte pour agir. Dès le début,
ils ont envahi, terrorisé, massacré. Oui, il y a eu des moments où ça a été difficile. Vous parlez de la situation de Pearl Harbor, où il y avait une tension entre le désir d'être laissés tranquilles et de dire à l'Europe qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Israël n'a jamais hésité à attaquer, commettre des actes de violence, des meurtres, des massacres, des tirs de précision ou des bombardements. Évidemment pas à cette échelle, à ce stade. Donc, je ne pense pas qu'il cherchait nécessairement à créer un prétexte pour le genre de réponse que nous voyons. Je pense que c'était une combinaison d'être pris au dépourvu en raison de leurs propres échecs de renseignement, entre autres raisons. Par exemple, ils viennent de retirer le chef négociateur, un ancien général qui était également sous enquête pour corruption. Il était complètement dépassé, totalement incompétent, mais toujours dans le cercle très proche d'amis de Netanyahou. Et maintenant, le chef du Mossad est impliqué dans les négociations. Depuis le 7 octobre, ce que nous avons observé et ce que le corps politique israélien commence à réaliser, c'est que les chants de mort aux Arabes et les discussions sur l'élimination des Palestiniens, ainsi que l'adoption de nouvelles lois favorisant les Juifs à l'exclusion des autres, peuvent sembler séduisants. Cependant, pratiquement parlant, cela implique des millions de personnes des deux côtés, Palestiniens et Israéliens. Cela n'inclut pas les citoyens israélo-palestiniens. La région, dans une certaine mesure, a été affectée par les accords d'Abraham. Il y a maintenant une discussion complète qui a lieu. N'oubliez pas, Netanyahou est venu il n'y a pas longtemps aux Nations Unies avec son graphique, montrant ce qu'ils accomplissaient. À peu près au même moment, Ben Salman était sur le point de signer les accords d'Abraham que Netanyahou promouvait. Il y avait aussi le programme d'exemption de visa. Dans le mois ou environ avant le 7 octobre, il y avait des augmentations d'incidents d'attaques par des tireurs d'élite israéliens à Gaza et des éruptions de violence, clairement visibles en Cisjordanie. Donc c'était une combinaison de nombreux facteurs. Dans une certaine mesure, Israël a également flotté sur cette notion d'être au-dessus de tout reproche. Le dicton « le roi est nu » s'applique ici. Ce qui s'est passé, c'est que cette notion d'invincibilité et d'invincibilité vertueuse a été remise en question. Pour ceux d'entre nous qui sont impliqués sur le terrain depuis des décennies avec cette question, nous l'avons toujours su. Cependant, les nouveaux venus ont maintenant soudainement vu clairement ce qu'Israël représente, ce qu'ils font, et la notion d'invincibilité en tant que proxy régional s'est dissipée. La présence de destroyers américains au large, attendant de voir ce qui se passera avec le Hezbollah, souligne la tension. Le Hezbollah est dans le nord, contribuant au cauchemar incroyable. Il est important de noter que même ceux qui embrassent et soutiennent encore les accords d'Abraham, que ce soit les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc ou l'Arabie saoudite qui voulaient se joindre, assistent à un soulèvement dans le monde arabe. Le monde est en émoi. Israël pousse le bouchon depuis des années, pas seulement au cours des 3 dernières semaines, ou, comme certains pourraient le dire, des 30 dernières années, mais de manière très publique. Cependant, jamais auparavant ces actions n'ont été aussi effrontées, claires, destructrices et mortelles, affectant non seulement les Palestiniens. Aujourd'hui, Israël a annoncé son plan pour faire face à la situation en emmenant 300 enfants en Israël pour leur donner de l'oxygène, un geste vu comme une concession mineure. En même temps, il justifie le bombardement d'un hôpital en affirmant que le quartier général du Hamas et des otages se trouve à 600 pieds sous celui-ci. La situation est en pleine évolution. J'ai eu des discussions avec divers citoyens israéliens, certains impliqués politiquement à différents niveaux, tous sophistiqués. Ils ont tous dit uniformément qu'il y aura un jour un règlement de compte interne. Ma réponse est,
Je me fiche vraiment de votre règlement de compte interne. Arrêtez la machine. Finissez-en maintenant. Ensuite, vous pourrez vous occuper de vos problèmes internes. L'idée qu'à la fin de cela, quand il ne restera rien à Gaza, et qu'il y a une tentative d'exiler 1 million de Gazaouis supplémentaires, est révoltante. Gardez à l'esprit que Gaza abritait à l'origine des exilés de 1948 et des cultures bédouines. Cela a été totalement détruit. Le carnage dans la ville de Gaza, le nord et dans tout Gaza a été horrifique. Netanyahou va aller aussi loin qu'il le peut, aussi vite qu'il le peut, essayant de détruire autant qu'il le peut à ce moment-là. Avant qu'il ne doive s'arrêter, tôt ou tard, il devra s'arrêter. Je pense que cela dépend. Encore une fois, je ne dis pas qu'il y a une certitude. Laissons les choses se passer naturellement. Mais je crois que cela dépend du résultat perçu. J'ai entendu des histoires selon lesquelles Israël suggérait que les Palestiniens insistaient pour établir un gouvernement afin d'en faire un État palestinien pour pouvoir accueillir tous les réfugiés. Encore une fois, je n'ai aucune idée de la crédibilité de ces histoires. Comme toute culture européenne blanche, ce que l'on considère qu'Israël est, il n'est pas nécessaire de différencier entre les Juifs traditionnels, originels de couleur, ou ceux qui se sont convertis. Semblables aux cultures européennes blanches, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada et en Asie, il existe une croyance prédominante selon laquelle seulement eux aiment leurs enfants. Seulement eux se soucient de leur communauté. Et seulement eux sont de bonnes personnes. Cette mentalité suggère que tous les autres vivent encore dans un état primitif. Par conséquent, il y a une croyance qu'ils savent ce qui est le meilleur pour les Palestiniens. Ils visent à établir une structure qui, en apparence, protège les Palestiniens. Mais en réalité, en les contrôlant, cela enlève leur autodétermination. En sapant votre capacité à parler, à lutter et à résister de manière indépendante, en dictant les termes de votre existence, le récit est toujours présenté comme étant dans votre intérêt. L'histoire perpétuée est que seuls les Israéliens aiment leurs enfants, pas les Palestiniens. Seuls les Israéliens prennent soin de leurs fermes, pas les Palestiniens. Seuls les Israéliens chérissent leurs familles et leurs entreprises, pas les Palestiniens. Cette idée que nous pouvons trouver un groupe de mandataires sûrs et fiables pour agir dans votre meilleur intérêt est enracinée dans la même peur omniprésente et l'idéologie raciste et suprémaciste blanche qui a été au cœur de chaque projet colonial européen. Et je me fiche que vous, Israël, vouliez me montrer des photos de femmes et d'hommes noirs portant des uniformes israéliens. C'est très bien. Au plus fort de l'esclavage, il y avait des maîtres d'esclaves noirs. Il y avait des esclaves qui vivaient dans le manoir et fouettaient des gens dans les champs de coton. Ainsi, cette notion persiste que nous sommes fondamentalement bons, saints, engagés envers la justice et engagés envers les droits de l'homme. Mais ce n'est pas le cas. L'attitude est que nous allons vous apprendre à être ces choses. Et peut-être, en cours de route, nous devons vous discipliner un peu. Mais finalement, vous devriez nous faire confiance. Nous veillons sur vous. Alors, faites-nous confiance. C'est exactement la même approche que le projet colonial européen qui a dévasté les États-Unis, lequel a rencontré des communautés indigènes qui existaient depuis 2, 3, 4, 5 000 ans. Les colonisateurs prétendaient qu'ils enseigneraient au peuple indigène la bonne manière de vivre. Ils promettaient de veiller sur eux, dictant comment s'habiller, où aller, quoi manger et quoi penser. Ils ont établi des pensionnats, coupé les cheveux des enfants et visé à les éduquer dans ce qu'ils considéraient comme la vision occidentale adéquate, stricte et intellectuellement saine. C'est l'essence de leurs actions. Ainsi, l'idée qu'Israël puisse envoyer un substitut de l'autorité palestinienne ou un soi-disant représentant __ suit ce même modèle. Envoyer un membre arabe israélien de la Knesset
à Gaza ou en Cisjordanie pour veiller à vos meilleurs intérêts et agir en votre nom est absurde. Le but ultime est d'effacer la Palestine et les Palestiniens. Cela inclut la mise en place de canaux, de propriétés en bord de mer, de projets gaziers offshore et l'augmentation du nombre de colons illégaux de 100 à 200, puis à 400, 800 000, et maintenant plus d'1 million dans les territoires occupés, tout en détruisant les communautés bédouines. Cette stratégie est consciente, calculée et claire. Par conséquent, il n'y a absolument aucune chance qu'Israël ait l'intention de faire autre chose que d'éradiquer la Palestine. Qui a dit « Israël est la villa dans la jungle » ? Je pense que c'était le ministre israélien de la Défense ou quelqu'un de similaire. Cette phrase résume très bien leur façon de penser, n'est-ce pas? Non, c'est au cœur de l'agenda sioniste dans la région dont nous discutons. Fait intéressant, la communauté palestinienne est la plus éduquée par habitant dans la région, sinon dans le monde. Cela inclut la direction du Hamas et de nombreux activistes, ingénieurs, médecins, avocats, docteurs en philosophie et chercheurs palestiniens, des individus sérieux. Quel est leur crime? C'est l'autodétermination. Quel est leur crime? C'est de protéger leur culture, tradition, histoire et État. Quel est leur crime? C'est de refuser de laisser Israël dicter qui est ce qu'un Palestinien est, qui est ce que la Palestine deviendra et ce qui est nécessaire pour la survie. Mais c'est le paradigme. C'est la base de l'agenda sioniste dans la région. Ce qu'ils ont fait avec les accords d'Abraham, c'est qu'ils ont coopté des pays qui n'ont jamais posé de menaces. Les prisons politiques de Bahreïn et des Émirats arabes unis sont remplies de dissidents. Ce sont des personnes qui résistent, parlent et agissent. Kushner avec Trump est profondément impliqué avec Ben Salman en Arabie saoudite. Ainsi, Israël a adopté une approche à plusieurs volets. Cette approche inclut parfois des discussions, parfois de la séduction économique et des accords, parfois de la violence et une occupation constante. Tout cela fait partie de leur stratégie. C'est ce que j'appelle le Lawrence d'Arabie du XXIe siècle. Au lieu que Lawrence porte des vêtements arabes et monte un chameau, nous avons les Émirats arabes unis qui commencent à ressembler à Park Avenue à New York. Cette approche à multiples facettes n'est pas accidentelle. Dans une certaine mesure, pour ceux qui trouvent les événements du 7 octobre étranges dans la manière dont la réponse a été gérée, il y a une confiance implicite dans une prémisse de sécurité intellectuelle et militaire supérieure. Israël s'est félicité de ses accomplissements, réalisations et de sa grandeur à de nombreux niveaux pendant trop longtemps, mais à bien des égards, l'empereur est nu. Okay. D'accord. Concentrons-nous sur vous en tant qu'individu et discutons de certains des clients que vous avez représentés. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion approfondie avec ChatGPT pour comprendre comment l'intelligence artificielle vous perçoit. Cette conversation m'a fourni une liste complète de vos affaires. Cependant, il ne semble pas pratique de passer en revue la liste entière. Au lieu de cela, j'aimerais vous demander vos pensées personnelles sur vos réalisations les plus mémorables. Surtout dans les cas où vous avez représenté des figures hautement controversées, presque des parias, que personne d'autre n'aurait probablement osé représenter. Je suis vraiment intéressé à apprendre comment vous, en tant que personne, avez géré les répercussions auxquelles vous avez sans aucun doute été confronté. Mais d'abord, pourrais-je votre réalisation mémoise? Mon accomplissement le plus mémorable tout au long de ma vie est que je suis resté fidèle à mes principes. Malgré les tentations, les opportunités et les carrefours, j'ai essayé, et je crois avoir largement réussi, à maintenir un cap qui reflète mes principes, mon histoire, ma tradition et mes aspirations. En tant qu'avocat d'aide juridique et en mettant de côté mes rôles d'activiste anti-guerre et de volontaire Vista, j'ai vécu et travaillé avec les nations indiennes, Winnebago, Omaha et Santee Sioux.
J'ai mis en place un projet de service juridique juste à l'extérieur de Wounded Knee, quelques années après le soulèvement indigène là-bas. Oui, c'était à propos des pipelines. Ouais, enfin, c'était à propos de la destruction des pipelines, ce qui était une question différente et qui s'est produite plus récemment. Je retourne maintenant aux années 70. Vous savez, pendant 20 ans, j'ai représenté la Société des guerriers de la Confédération iroquoise, qui était impliquée dans une lutte armée. J'étais l'avocat sur place au soi-disant centre de traitement à Oka, où mes clients ont tenu tête à l'armée canadienne pendant 3 ou 4 mois. Ce conflit portait sur une tentative de prise d'un ancien forêt de pins et cimetières. À la fin, j'ai été arrêté et inculpé de conspiration séditieuse au Canada. J'ai gagné le procès. Ils ont réalisé un jour que vous ne pouvez pas condamner un étranger pour conspiration séditieuse parce que l'essence de la conspiration séditieuse est de tenter de renverser son propre gouvernement. J'ai donc eu l'honneur de représenter la Société des guerriers Mohawks pendant de nombreuses années et je continue à faire beaucoup de travail à Akwesasne dans le territoire. Ma compagne depuis 27 ans est une femme Mohawk et ma famille restante est largement Mohawk. Mon travail en faveur du Hama était très important et formateur dans ma vie. J'ai rencontré des hommes et des femmes formidables. Au fil des ans, j'ai passé des milliers d'heures avec les fondateurs, les cadres et la direction du Hamas, pas avec les brigades Qassam, bien qu'à certains moments, à mon insu, je me trouvais dans une pièce avec un leader. J'ai réussi à défaire les tentatives des États-Unis et d'Israël d'extrader Moussa Abu Marzouk, qui était l'un des fondateurs originaux. Il était un leader politique majeur au sein du Politburo et a dirigé l'aile politique pendant plusieurs années. Israël a tenté de l'extrader, mais nous avons réussi à l'en empêcher. Finalement, il s'est installé en Jordanie. Mon implication avec ACT UP, le mouvement anti-sida, était significative. De même, représenter les squatteurs dans le Lower East Side de Manhattan, qui créaient des abris et prenaient possession de bâtiments pour les sans-abri, était crucial. Mon travail avec des individus associés à l'IRA était important, tout comme ma représentation de l'armée de libération noire aux côtés de Chokwe Lumumba. Ces efforts étaient significatifs non seulement sur le plan professionnel ou politique, mais aussi personnellement. L'opportunité de rencontrer, partager un repas, apprendre à connaître et représenter des personnes identifiées comme dissidents était significative. J'ai représenté d'anciens membres du Black Panther Party et des Macheteros, qui étaient décrits comme un mouvement terroriste luttant pour la libération de Porto Rico. J'ai également été impliqué dans une certaine mesure avec le mouvement sandiniste. Mon travail comprenait la représentation d'une station de radio musulmane en Afrique du Sud, où nous avons réussi contre le Conseil juif sud-africain qui tentait de les faire taire. En Roumanie, j'ai représenté quelqu'un accusé d'être un terroriste, ce qui était significatif. De plus, mon travail avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, où j'ai contesté l'Égypte pour avoir refusé d'ouvrir Rafah en 2014, était important. J'ai intenté le premier procès contre Israël pour crimes de guerre et génocide aux États-Unis il y a plus de 20 ans. Peut-être plus important encore, lorsque je regarde en arrière, surtout après le 11 septembre, la communauté musulmane était assiégée aux États-Unis, sans arrêt, pendant quelques années. Je suis littéralement allé de mosquée en mosquée, d'école en école, et d'un groupe communautaire à un autre, prononçant les paroles qui devaient être dites. J'ai essayé d'instiller un peu de foi, d'espoir et d'aspiration, aidant à construire des ponts et à reconnaître l'humanité d'une communauté qui avait été ciblée, ce qui était inestimable. J'ai également encadré, enseigné et travaillé avec de jeunes avocats et étudiants en droit pour leur montrer différentes façons de s'exprimer.
Représenter le gendre d'Oussama Ben Laden, Suleiman Abu Ghaith, dans le district sud de New York, était une affaire très importante à de nombreux niveaux. Cela a fourni une opportunité pour lui et d'autres de remettre en question le récit dominant sur le sens de la vie. Il y a des années, j'ai été impliqué dans des affaires concernant les sanctions contre l'Iran, qui étaient très importantes. J'ai probablement traité plus d'affaires dites de terrorisme, réelles et pour la plupart fabriquées aux États-Unis que tout autre avocat d'une côte à l'autre. Ces affaires impliquaient presque toujours des individus qui étaient sujets à des opérations piégées mises en place par le gouvernement, ciblant largement les communautés de couleur et les musulmans. Ce travail était évidemment très important. Donc en regardant en arrière, je réfléchis à l'impact que cela a eu sur moi. D'accord, il y a eu un moment après le 11 septembre où j'ai dû avoir des gardes du corps pendant plusieurs mois. Il y avait des tentatives actives sur ma vie et des menaces. Mon parrain adoptif, qui était un célèbre président de syndicat et organisateur antillais panaméen, m'a adopté comme son filleul. Il a dirigé le boycott syndical international qui a brisé le dos de l'Afrique du Sud et était conseiller de Martin Luther King. Grâce à lui, j'ai rencontré Ozzie Davis, Ruby Dee et d'autres militants noirs. Il m'a dit un jour, alors que j'étais un jeune travailleur social travaillant pour lui dans une agence anti-pauvreté, « Mesure ton succès non pas par ceux qui t'aiment, mais par ceux qui te haïssent. Tu n'as pas besoin de tapes dans le dos. » Laissez les gens essayer de vous gifler en plein visage. Ils ne giflent pas à moins que vous ne fassiez de bonnes choses. La diffamation, les tentatives, le harcèlement par le gouvernement et le fait d'être ciblé par le gouvernement font partie du territoire. J'ai été interdit pendant un certain nombre d'années par Israël, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et plusieurs pays en Europe. J'en suis sûr. C'est bon. En regardant en arrière, j'ai été assez cohérent dans tout ce que j'ai fait depuis que j'avais 16 ans, luttant contre la guerre du Vietnam. J'ai traversé un pont de Brooklyn à Manhattan. Mon nez était ensanglanté et c'était la première fois que mes yeux étaient couverts de gaz lacrymogène. Des décennies plus tard, je me suis retrouvé à devoir esquiver les gaz lacrymogènes et les tirs de l'armée canadienne, tout en représentant des clients lors du conflit armé à Oka. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré des gens formidables, collègues, camarades et enseignants. Les gens me remercient souvent pour mes contributions, mais je sens que j'ai reçu plus que ce que j'ai donné. J'ai eu des relations très proches avec plusieurs leaders et fondateurs du Hamas, des relations qui continuent à ce jour. Ça a été une longue bataille. Heureusement, la longévité est une tradition dans ma famille. Mon père a vécu jusqu'à 95 ans et mon grand-père a atteint 102 ou 103 ans. Donc j'espère avoir encore beaucoup de temps devant moi. Actuellement, je travaille sur le cas de Cop City à Atlanta, en Géorgie, défendant une jeune femme de 22 ans accusée de terrorisme domestique et de racket. De plus, j'ai été impliqué dans un procès dans le territoire Mohawk, qui a duré environ 1 an, devant un juge. J'ai un très grand procès d'État avec de multiples accusés qui s'annoncent. J'attends une décision de la deuxième cour d'appel sur une recondamnation dans une affaire de terrorisme vieille de 15 ans. Je travaille toujours avec des étudiants en droit. Heywood Burns était un célèbre avocat des droits civiques et la National Lawyers Guild à la bourse Heywood Burns. Ainsi, chaque été, je reçois un jeune activiste brillant, un étudiant en droit en 2e ou 3e année qui travaille pour moi. Actuellement, je collabore avec 3 cliniques juridiques d'écoles de droit de premier plan. Ces étudiants travaillent avec moi sur des projets et des affaires. J'ai des liens très étroits et de longue date avec la société civile en Palestine, incluant ceux en Palestine et la communauté de la diaspora. J'étais assez proche de Cheikh Ahmed Yassine et également d'Abu Ammar, Yasser Arafat. Cependant, je ne suis pas proche d'Abu Mazen.
I'm not close to Abu Mazen. If I want to be close to Abu Mazen, I can go to Miami. Si je voulais être proche d'Abu Mazen, je pourrais aller à Miami. Donc j'espère que cela répond à votre question. Il y a beaucoup de diffamation, mais cela ne me dérange pas. Je vis selon le dicton « Nous vivons, nous luttons et nous mourrons ». Et espérons-le, quelque part en chemin, nous pouvons faire une différence. En regardant en arrière, j'ai traité des affaires de peine de mort en Alabama et à New York. J'ai poursuivi en justice des départements de police pour des crimes de haine, représenté plusieurs personnes impliquées avec l'IRA ou présumées l'avoir été, m'a donné une connexion avec la communauté nationaliste irlandaise, surtout en Irlande du Nord, que je n'avais pas avant et que j'ai maintenue pendant des décennies. J'ai également représenté les 14 de PayPal dans une affaire de piratage dans le district nord de New York. Comment ça s'est passé? En fait, comment cela s'est-il terminé? C'était une victoire fabuleuse. Ils risquaient 10 ans de prison et j'étais l'avocat principal. Nous avons fini par négocier un accord où chaque accusé a reçu un délit mineur, une libération conditionnelle et une amende de 5 200 $. Cela nous a permis de continuer notre combat. J'ai représenté des leaders et des leaders présumés d'Anonymous, d'Antifa et de Black Lives Matter. J'ai encore des liens très étroits avec les communautés autochtones à travers l'Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Amérique du Sud. À un moment donné, j'ai représenté des membres du mouvement zapatiste qui ont rencontré des problèmes aux États-Unis. Impressionnant. C'est vraiment impressionnant, je dois dire. La gamme de cas que vous avez traités est remarquable, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque j'étais avocat d'aide juridique, j'ai représenté un jeune homme nommé Larry Davis. Il était l'un des fugitifs les plus recherchés de l'histoire de la ville de New York, accusé de tentative de meurtre et de la fusillade de, je pense, 9 policiers. Nous avons gagné. J'ai travaillé très étroitement avec Bill Kunstler pendant de nombreuses années. Lynn Stewart, qui elle-même est allée en prison, a été ma partenaire de facto pendant plusieurs années. J'ai également travaillé avec Leonard Weinglass. Donc, en tant que jeune avocat, j'ai eu l'opportunité de travailler non seulement avec les meilleurs et les plus brillants plaideurs, mais aussi avec des personnes qui ont fusionné principes, politiques, aspirations et la pratique du droit. Et c'est ce que ça devrait être. Nous ne sommes pas des avocats de l'État. Oui, nous prêtons serment, et oui, il y a certaines règles et restrictions, mais nous luttons. Nous sommes la friction sous la machine. Notre responsabilité est de représenter les désespérés, les méprisés, les mécontents, les personnes qui sont ciblées pour leur couleur, leur politique ou leur pauvreté, et de leur donner une voix, que ce soit au niveau national ou international. C'est ce que j'ai essayé de faire, et je pense que dans une certaine mesure j'ai réussi, en tant qu'activiste, travailleur social et avocat maintenant depuis un demi-siècle. Si nous revenons brièvement sur le Hamas, en Occident, chaque fois que vous parlez à quelqu'un et mentionnez le Hamas, cela évoque immédiatement le stéréotype du terrorisme. Il en va de même pour les Palestiniens. Beaucoup de gens voient tout Palestinien comme un terroriste. Maintenant, selon votre expérience dans vos interactions avec le Hamas, quelles sont les plus grandes idées fausses en Occident à propos du Hamas? Les gens oublient souvent que les membres du Hamas sont palestiniens et viennent de Gaza. Ils ne sont pas comme les garçons et filles de 18 ans du Royaume-Uni qui rejoignent l'ISIS pour aller en Syrie. Le Hamas est un mouvement de libération nationale composé de Palestiniens, tant de la région que de la communauté de la diaspora qui est rentrée chez elle. Ils sont impliqués dans une lutte armée. Ils ont été élus au pouvoir en 2006, en partie à cause des échecs de l'autorité palestinienne, entre autres raisons. Il y a une tendance à essayer de séparer le Hamas de la Palestine, comme pour suggérer que le Hamas vient du Royaume-Uni, le djihad vient de l'Asie du Sud-Est et le FPLP vient d'Ukraine.
Alors, les gens ont cette capacité, et Israël est aussi habile que quiconque à façonner cette vision. Ils dépeignent le Hamas, le djihad, le FPLP et les soi-disant loups solitaires comme des étrangers qui débarquent juste comme ça, sans reconnaître que nous discutons de la continuation d'une lutte de libération nationale. Cette lutte a une longue histoire. Quand les gens critiquent le Hamas, je demande à qui la faute de 1936 à 1985, avant que le Hamas soit établi? Qui était considéré comme l'épouvantail à l'époque? Qui était étiqueté le terroriste, à part Israël? Ils se réfèrent souvent aux gangs Stern. Le mouvement est hautement éduqué et engagé, ce qui pourrait être sa plus grande force au-delà de la lutte armée. Il comprend la différence entre les désirs et les besoins, un concept qui rappelle une parole de Bob Dylan que je mentionne parfois à mes clients. Comprendre la politique de pouvoir est crucial. En tant que mouvement, surtout le principal engagé dans une lutte armée pour des millions, la prise de décision est clé. Il y a des moments où le compromis n'est pas une option, et d'autres où il est nécessaire. Par conséquent, l'idée que le Hamas ou d'autres mouvements de libération palestiniens sont des étrangers sans famille est incorrecte. Ismail Haniyeh a perdu 14 membres de sa famille à Gaza, je crois, il y a 2 semaines. Abu Marzouk a perdu un frère à Gaza. L'idée que ce mouvement est détaché, ésotérique et nihiliste, qu'il ne se soucie de rien et veut tout faire exploser, sacrifiant tout le monde parce qu'ils sont censés ne pas aimer leurs enfants, est incorrecte. Les Palestiniens ont dû apprendre à se battre. En regardant l'histoire, lors des premières batailles contre l'Irgun qui venaient d'Europe, il y avait à peine des armes disponibles. Les gens n'avaient pas d'armée, de mouvement ou une histoire de conflit armé. Ils avaient une culture riche, avec des traditions dans l'agriculture, la famille, l'éducation et l'artisanat. Alors, je pense que la plus grande erreur, qui n'est pas accidentelle mais une combinaison d'ignorance et de ce que vous avez mentionné plus tôt, comme de la propagande, est d'assimiler le Hamas à l'ISIS. Si quelqu'un ressemble à l'ISIS, c'est bien les forces de défense israéliennes. L'ISIS est connu pour son idéologie de destruction massive, de nihilisme et de chaos, croyant que des ruines de la mort et de la destruction, ils émergeront victorieux et fidèles à leur identité. Cette approche est similaire au modèle des FDI. En tant qu'avocat, ce n'est pas mon rôle de m'impliquer dans les décisions politiques de mes clients, bien qu'il y ait des moments où ils cherchent des conseils en raison de son impact sur les affaires juridiques. J'ai à l'occasion été en désaccord avec mes clients, y compris ceux du Hamas, et j'ai fait connaître mes désaccords. En même temps sur les questions que stratégiques planchage. L'argument que vous venez d'expliquer suggère que le Hamas est intégré dans la société de Gaza. Ce même argument est malheureusement et incroyablement utilisé par des politiciens américains de haut niveau qui appellent ouvertement au génocide. Ils prétendent que tout le monde à Gaza est un terroriste. Ainsi, cette ligne de raisonnement est une épée à double tranchant. Mais la réalité de la vie est souvent une épée à double tranchant. Je ne peux pas m'inquiéter de ceux qui veulent manipuler et tordre les faits. Ce ne sont pas eux qui se battent. Ils ne sont pas sur le terrain. Ils ne perdent pas leur famille. Ils n'ont pas vécu sous le joug de l'oppression éternellement. Je ne vais pas compter les anges sur la tête d'une épingle parce que peu importe votre position, les médias occidentaux, les supplétifs occidentaux et les courtiers de pouvoir occidentaux, ainsi que les sionistes de l'AIPAC et de l'ADL, la tordront pour l'adapter à leur narratif. Vous devez regarder au-delà du narratif. Tout ce que nous pouvons faire pour aller au-delà du récit est de soutenir l'autodétermination palestinienne, la résistance et la libération de notre côté. Par notre côté, je veux dire ceux d'entre nous qui soutiennent ces causes. La nature et l'étendue de la résistance en Palestine devraient être déterminées par les Palestiniens eux-mêmes.
Ceux d'entre nous à l'extérieur peuvent soutenir l'autodétermination palestinienne de diverses manières, telles que par le BDS, le lobbying, les manifestations ou en prenant la parole. C'est ainsi que nous pouvons essayer de contrebalancer le récit. J'ai eu une discussion récemment avec un journaliste qui m'a demandé « D'où vient le Hamas ?» J'ai dit « De Gaza. » Vous pensiez qu'il venait d'où? J'ai une photo accrochée sur mon mur qui a été prise il y a 30 ans, en anglais et en arabe, dans un camp de réfugiés avec le Hamas dessus. Toute la direction du Hamas est sortie de Gaza. Les gens tentent souvent par tous les moyens de séparer la Cisjordanie de Gaza. Maintenant, c'est différent parce que la nature de l'occupation et de l'oppression est différente. En Cisjordanie, il n'y a pas de lutte armée par le Hamas, mais il y a un soutien énorme pour le Hamas là-bas. Un très cher ami palestinien m'a dit un jour « Je n'aime pas le Hamas, mais je suis fier d'eux parce qu'ils me donnent l'autodétermination. Ils me donnent de la dignité, du respect et de l'espoir. » Je ne les aime pas, et il m'arrive de me battre avec eux politiquement. Il y a des aspects de la communauté et du gouvernement avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais ils se battent. Maintenant, les gens diront que ce sont des terroristes. J'ai soutenu pendant des années que la différence entre terroristes et combattants de la liberté dépend de qui gagne. Les États-Unis ont été fondés sur des actes qui pourraient être considérés comme du terrorisme. L'Europe a été construite sur des actes similaires. Avec le temps, l'histoire réécrit souvent ces groupes pour être vus comme des libérateurs ou des combattants de la liberté. Par exemple, on attribue à Colomb la découverte de l'Amérique, malgré la violence qui a accompagné son arrivée. Cela crée une tension, une friction de narratif, surtout entre l'occupant et l'occupé. Israël, je veux dire, nous pouvons rester très proches du sujet. Il ne s'agit pas de critiquer Israël. Il s'agit d'énoncer des faits historiques. La création d'Israël a impliqué des groupes comme l'Irgun, qui étaient considérés comme des organisations terroristes. Ce n'est pas seulement mon avis. Selon les prédécesseurs du MI5 et de la CIA, ces groupes étaient désignés comme terroristes. Ils avaient même des plans pour tuer Churchill. Je suis d'Autriche, où ils ont bombardé l'hôtel Sacha à Vienne et réalisé des assassinats. L'histoire est assez différente de l'image glorifiée d'Israël, étant créée uniquement comme conséquence de l'Holocauste. Israel being created as a consequence of the Holocaust. No. The Holocaust was used to... Non, l'Holocauste a été utilisé pour faire avancer le projet sioniste. Cependant, lorsqu'il est devenu évident que très peu de Juifs européens ayant survécu à l'Holocauste voulaient déménager en Israël, une stratégie différente était nécessaire. C'est là que l'attention s'est déplacée vers les Juifs arabes. Ils ont essentiellement remplacé une population arabe, les Palestiniens, par une autre, bien que juive. Les Arabes juifs, un concept que certains pourraient trouver contradictoire. La véritable histoire est bien plus complexe que la version simplifiée, souvent présentée en Occident. C'est intéressant. Mes parents ont travaillé pour lever des fonds pour le sionisme et Israël avant de se marier quand ils étaient adolescents. Ils organisaient des ventes de livres et des fêtes pour collecter de l'argent. Cependant, en vieillissant et en voyant les résultats, ils ont été repoussés par le sionisme et Israël. Ils ont regretté leurs actions et la glorification de la notion. Il y a un célèbre juge américain des droits civiques et des libertés civiles à la Cour suprême, Brandeis, qui était un grand libertarien civil. Il a également dirigé le mouvement sioniste aux États-Unis. En même temps qu'il rédigeait des mémoires et annonçait des décisions qui louaient la parole, la liberté, l'association, la dignité et le respect, il soutenait un mouvement dont il savait qu'il était engagé dans le génocide, le nettoyage ethnique, le vol de terre et la dépossession. Pourtant, il le justifiait en disant que c'était nécessaire. Cela soulève une question complexe. Par exemple, j'ai récemment eu une discussion avec quelqu'un qui arguait que la terre leur appartenait il y a 3000 ans
et qu'ils étaient en droit de la réclamer. J'ai répondu par une question. Vous vivez à Syracuse, New York, où il y a 6 à 8 000 Juifs. You live in Syracuse, New York. There's 6, 7, 8,000 Jews there. It's on the cusp of the Oneida Indian. Il se trouve à la limite du territoire de la nation indienne Oneida. Syracuse faisait partie de la nation indienne Oneida, qui appartenait à une confédération. Cette terre était la leur, sans interruption, pendant 3000 ans. Nous ne parlons pas de vivre là il y a 3000 ans, mais plutôt que pendant 3000 ans, cette terre leur a continuellement appartenu. Puis, au cours des 100 à 150 dernières années, des Européens blancs, y compris des Juifs, des chrétiens et quelques musulmans, sont arrivés à Syracuse. Alors j'ai demandé, comment vous sentiriez-vous si mes clients arrivaient chez vous avec des AR-15, vous expulsaient, incendiaient votre maison, vous tiraient dessus, détruisaient vos entreprises et vos champs? Ils étaient perplexes et ont demandé, de quoi parlez-vous? Je faisais une démonstration. Vous soutenez que parce que vous aviez un lien avec la Palestine il y a 3000 ans, vous croyez que cela justifie de revenir après les 150 dernières années pour la réclamer, en faisant tout ce que vous jugez nécessaire. Pourtant, quand il s'agit de nations autochtones qui ont maintenu un lien ininterrompu avec leur terre pendant 3000 ans, et que vous êtes ici depuis seulement 100 ans, vous voyez les choses différemment. Cela révèle un double standard. Ce double standard provient du projet colonial européen, de la blancheur et de la tradition largement judéo-chrétienne. C'est un double standard qui est actuellement remis en question, particulièrement visible, avec les dizaines et centaines de milliers de jeunes femmes et hommes, y compris de nombreux juifs, manifestant dans les rues des États-Unis. De plus, il y a des étudiants qui sont expulsés des écoles. Et en Europe. Dans le monde entier, Hier, il y a eu l'une des plus grandes manifestations jamais organisées à Londres, avec une participation estimée entre 200 000 et 400 000 personnes, selon celui en qui vous croyez. c'est la nouvelle génération qui prend position en disant non. Mes grands-parents auraient peut-être été disposés à accepter cela en raison de leurs expériences ou de ce que leurs parents ont enduré, mais pas moi. Je refuse de l'accepter en mon nom. Je ne peux pas prôner les principes de justice, de droits humains, de dignité et de respect, tout en étant témoin de ce qui se passe en Palestine. Ce n'est pas une situation où l'ignorance est une excuse. Qui savait pour l'Holocauste pendant qu'il se produisait? Qui était au courant des atrocités commises contre les nations indiennes? Qui comprenait l'ampleur complète de l'esclavage? Ces questions auraient pu être posées dans le passé, mais personne ne peut prétendre à l'ignorance maintenant. Cela se passe juste devant nous, jour et nuit. À l'ère de l'information. C'est exactement ça. Ce qui est maintenant plus difficile à contrôler pour Israël, c'est les médias traditionnels. Il fut un temps où il y avait un récit, et c'était tout. Mais maintenant, c'est partout. Les images provenant de l'attaque de l'hôtel baptiste en sont un exemple. Je suis analyste du comportement spécialisé en linguistique. J'ai analysé le discours de Biden lorsqu'il était assis en face de Benjamin Netanyahu, discutant du sujet. Il était plein de qualifications et de circonlocutions. Donc, il y a de la désinformation partout, mais c'est une épée à double tranchant. Avec l'intelligence artificielle, la création d'images et de voix réalistes augmente. Cela signifie que tout le monde doit être plus vigilant. Vous ne pouvez plus croire ce qui vous est présenté pour argent comptant, même si vous êtes dans vos propres bulles de médias sociaux qui couvrent les sujets qui vous intéressent. Ces systèmes vous alimentent avec ce qu'ils pensent que vous voulez voir, pas avec les informations réelles. Je suis d'accord. Quoi qu'il en soit, je m'égare. Laissez-moi revenir à vous. Vous avez subi des répercussions pour vos actions. Comment cela vous a-t-il affecté? Je suppose que cela ne concerne pas seulement vous, mais aussi votre famille et votre cercle intime. Vous vous êtes fait de nombreux amis, ce qui est formidable,
mais je suis assez sûr que vous vous êtes également fait de nombreux ennemis puissants. But I'm pretty sure you have many powerful enemies too. It comes with it. Cela fait partie du métier. J'ai été inculpé au Canada pour conspiration séditieuse, simplement parce que j'étais un avocat impliqué dans des négociations au nom de la nation Mohawk avec le gouvernement canadien. Mon refus de me rendre ou de compromettre les positions de mes clients m'a fait devenir l'ennemi, menant à mon arrestation et à mon emprisonnement pendant 3 à 4 semaines. Finalement, l'affaire a été classée. Pendant des années, j'ai été harcelé par le gouvernement américain et j'ai finalement été emprisonné aux États-Unis pendant environ 9 mois pour une accusation d'entrave à l'IRS, une accusation qui est rarement utilisée. Et que signifie entrave à l'IRS? Ce n'était pas clair. Exactly. Ma question est, qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela revient essentiellement à dire « Nous savons que vous faites quelque chose de mal, mais nous ne pouvons pas préciser ce que c'est. » J'ai décidé d'abandonner l'affaire car elle dévastait mon cabinet, nuisait à ma famille et affectait mes clients. Ma famille et mes amis étaient harcelés. Devant un choix, j'ai décidé de mettre un terme à cela et de retourner à la pratique du droit pour continuer mon combat, plutôt que de passer les 9 prochaines années empêtré dans des litiges sans fin. J'avais affaire à un juge qui me détestait fortement et qui est intervenu personnellement pour superviser l'affaire. J'avais un procureur fédéral que j'avais battu pendant des années, qui a repris l'affaire. Bien plus dangereuse était mon implication dans les négociations avec ISIS à travers Al-Qaïda pour sauver la vie de Peter Kassig des mains de Rahman. Nous avions un accord. Nous étions proches de sauver sa vie. Cependant, à la dernière minute, alors que j'étais à l'étranger, les États-Unis se sont retirés de l'accord et une personne clé a été arrêtée par un gouvernement sous des accusations de terrorisme. J'étais au Moyen-Orient à ce moment-là. Cela aurait pu avoir de graves conséquences personnelles pour moi. J'ai subi du harcèlement. Désolé, avant que nous nous égarions, je veux dire, Peter a été tué. Qu'est-ce qui a mal tourné? Nous avions conclu un accord impliquant un négociateur clé nommé Al-Muqtisi. Al-Muqtisi était un imam renommé, un cheikh qui avait formé l'imam de l'ISIS, le leader, le mufti. Il avait été emprisonné en Jordanie mais avait été libéré. Nous avions organisé pour qu'il s'engage avec l'ISIS dans le cadre de notre effort pour sauver Peter Kassig. Il y avait des discussions, des réunions et des échanges en cours pendant 5 ou 6 semaines, impliquant beaucoup de voyages dans la région. Alors que nous approchions de la fin, j'étais convaincu que nous allions réussir à sauver la vie de Peter Kassig. Plus important encore, une partie de nos discussions visait à mettre fin aux assassinats, enlèvements et exécutions de non-combattants. Cependant, les États-Unis sont intervenus en autorisant le gouvernement qui avait libéré Al-Muqtisi à le reprendre en détention. Ils l'ont soudainement et inexplicablement repris en détention, ce qui a signalé à tout le monde que l'on ne pouvait pas être digne de confiance. Cela a causé l'effondrement total de la situation. Nous tentions de reconstruire lorsque l'ISIS a décidé d'exécuter Peter Kassig. J'étais dans la région lorsque cela s'est produit, rencontrant des personnes très sérieuses dans des endroits très isolés. Le problème sous-jacent était que les États-Unis ne voulaient pas que des acteurs non étatiques réussissent ce que l'État lui-même ne pouvait pas. Les États-Unis ont toujours été mal à l'aise avec l'idée que des acteurs non étatiques prouvent l'échec de l'État en accomplissant indépendamment des choses que l'État aspirait à faire, mais échouait à réaliser. Donc pour être clair, quand vous dites acteur non étatique, vous parlez de vous-même. Moi-même et d'autres militants de la région étions impliqués. Il y avait 5 ou 6 individus qui avaient été détenus à Guantanamo Bay participant à cet effort. Ils avaient un récit spécifique qu'ils voulaient maintenir. Lorsque nos efforts ont commencé à suggérer un résultat différent,
ils ont brusquement mis fin à notre implication. En effet, il y a eu des problèmes. Tout au long de ma vie, j'ai été arrêté 6 fois, inculpé 2 fois et emprisonné 2 fois. Récemment, un agent fédéral a demandé si je représentais toujours des terroristes. J'ai répondu de manière humoristique que je n'avais jamais représenté le FBI. Ce chemin a ses défis. Il y a des décennies, j'aurais pu choisir une route différente. À l'heure actuelle, j'aurais pu être riche, à la retraite, profiter d'un bain de soleil sur ma propre île et déconnecter des valeurs importantes pour moi, ma communauté, mes principes, le monde, ma famille et mes amis. Mais j'ai accepté ces défis comme partie de mon engagement. Pour conclure notre discussion, où voyez-vous la situation évoluer au Moyen-Orient, particulièrement en ce qui concerne Israël, la Palestine et peut-être l'Iran? Jusqu'à récemment, j'étais convaincu qu'un progrès significatif avait été réalisé. Par nous, je veux dire la communauté mondiale, avec la Palestine en tête de file. L'autodétermination est cruciale. J'avais commencé à voir un mouvement significatif, en particulier avec les accords d'Abraham. J'étais optimiste parce qu'une nouvelle génération de femmes et d'hommes dans le monde entier se levait et disait qu'ils ne resteraient pas simplement assis, même avec les compromis des accords d'Abraham, parce qu'il y avait de la résistance. J'étais prudemment optimiste et plein d'espoir. Je ne crois pas en la solution à 2 États, et cela depuis 30 ans, mais je restais plein d'espoir. Permettez-moi d'expliquer. C'est un bon point. J'ai eu la même discussion avec quelques autres personnes. Ramalith. La solution à 2 États crée essentiellement un système de Bantoustan. Elle envisage des zones séparées, étiquetées bloc A, bloc B et bloc C. Le mouvement entre ces blocs serait contrôlé par Israël, qui superviserait également les droits aériens, maritimes et terrestres de ces États. Cette configuration reflète le système d'apartheid en Afrique du Sud. Malgré cela, j'ai toujours plaidé pour une solution à un seul État. Cette solution marquerait la fin du concept d'État-nation et de la religion d'État officielle, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme. Elle promouvrait le principe d'une personne, une voix, et viserait à abolir toutes les lois suprémacistes qu'Israël a mises en place. Elle désignerait Jérusalem comme sa capitale et soutiendrait le droit au retour. De plus, j'ai vu la nécessité d'un fonds monétaire international pour aider ceux qui souhaitent retourner en Palestine. Les personnes qui ne voulaient pas retourner en Palestine devraient se voir accorder la citoyenneté là où elles se trouvent, recevant des subventions et des réparations par le biais d'un fonds international pour garantir leur stabilité économique. J'imaginais la fin du mouvement de colonisation de manière similaire à l'établissement initial à Gaza, où les colons étaient compensés, recevant $10 pour chaque dollar investi. Je pensais qu'une étape intermédiaire pourrait être modélisée d'après le système des cantons de Suisse, où il y aurait un seul État, mais des provinces ou des communautés identifiables, concentrées sur leur propre culture et vie, mais pleinement et également intégrées, menant finalement à une fusion. J'étais optimiste quant à cette approche. Et si, pour une raison quelconque, la théorie du complot suggère que cette situation convient aux intérêts de Netanyahou, c'est parce qu'à un certain niveau, même sans planification délibérée ou conspiration, elle a engendré tant de haine, de douleur, de colère et de frustration. Cette atmosphère a retardé certains développements, croissances et succès que nous avions observés. Ici, je ne parle pas pour la Palestine, mais du point de vue de la communauté mondiale. Ce recul représente un avantage significatif pour Netanyahou. Cependant, l'ère de figures comme Netanyahou, Biden et Marjorie Taylor Greene est révolue. Ils ont eu leur temps. Je suis très optimiste quant à la prochaine génération de jeunes femmes et hommes. Mon optimisme est principalement dû à leur conscience et engagement envers les problèmes environnementaux et climatiques. Cela a contraint les jeunes femmes et hommes du monde entier à jouer un rôle plus actif.
Ils font le lien entre la libération, la politique, l'économie, la justice économique, la justice environnementale et l'autodétermination. Ce sont des questions importantes. Maintenant, est-ce que je m'attends à ce que des dizaines de millions franchissent ce pas? Non. Mais si 10 000 leaders parmi ces jeunes femmes et hommes, et quand je dis leaders, je ne parle pas de leaders élus, mais d'activistes, des personnes qui s'impliquent dans leur communauté locale, qui organisent, travaillent, manifestent et construisent des ponts. Si elles peuvent le faire, nous pouvons créer un mouvement. Je suis encore optimiste. Je ne suis pas aussi optimiste qu'avant. À un moment, je croyais vraiment que je retournerais en Palestine de mon vivant. Cela pourrait encore arriver. Gideon Levy partageait un sentiment similaire. Il se tenait à la frontière, croyant qu'à partir de ce point, les choses s'amélioreraient. Concernant le droit au retour, j'ai eu une brève discussion avec Benny Morris, qui fait partie des soi-disant nouveaux historiens et est assez controversé. En tant qu'historien, il est excellent, mais on m'a conseillé de faire la distinction entre Benny Morris en tant qu'historien et en tant qu'individu. Il a soutenu que le droit au retour est infaisable, car cela compromettrait l'identité d'Israël en tant que nation juive, citant la démographie comme problème central. Il a explicitement déclaré que ce résultat n'est pas ce qu'il désire, représentant un segment d'Israël qui défend farouchement son droit d'exister tel qu'il est. Ma réponse à Benny Morris souligne la contradiction dans le récit. D'une part, il y a des éloges pour les réalisations d'Israël en tant que démocratie, ses avancées en technologie, éducation et sa position progressiste sur l'identification de genre. Israël est souvent dépeint comme un paradis prospère et idyllique. Pourtant, il y a une représentation radicalement différente des Palestiniens. Ils sont décrits comme des nihilistes qui, s'ils étaient admis dans la communauté israélienne, chercheraient à détruire ce succès. Cela soulève une question. Pourquoi les Palestiniens voudraient-ils entrer dans une société qui est réussie, libre et pleine d'opportunités, seulement pour la détruire? Cela n'a aucun sens. Pourquoi les membres de la communauté palestinienne ne voudraient-ils pas en profiter et l'améliorer? C'est là le décalage. L'autre problème où Benny Morris a absolument tort est dans l'idée qu'une majorité juive est construite sur des principes, l'intégrité, la grandeur collective et une vision pour l'humanité. Cela, comme nous le voyons une fois de plus, déforme les faits et la réalité. Et enfin, concernant le droit au retour, je ne suis pas sûr que les 5, 6 ou 7 millions de Palestiniens vivant dans des camps ou des communautés de la diaspora voudraient nécessairement retourner dans un seul État. Bien sûr, ils pourraient vouloir rendre visite à la famille. Bien sûr, ils peuvent vouloir retourner dans leur patrie d'origine. Mais dans le cadre de ma vision et de mon point de vue, créer un fonds de réparation qui assure aux États où les gens vivent de leur accorder la citoyenneté, ainsi que des avantages économiques pour les aider à commencer leur vie et à se rassembler, est essentiel. Je ne pense pas que vous allez voir 7 millions de Palestiniens vouloir simplement affluer en retour. Il est intéressant de noter que les Juifs avaient un droit de retour, mais pas les Palestiniens. Cependant, je ne vois pas non plus 7 millions de Palestiniens vouloir affluer en retour. Encore une fois, si Israël est l'idéal qu'il prétend être, pourquoi les Palestiniens voudraient-ils le perturber ou le détruire s'il bénéficiait d'opportunités égales et pouvait profiter de cet idéal? Ils ne le voudraient pas. Mais la raison pour laquelle cela est promu est encore due à cette notion péjorative, raciste, suprémaciste, que seuls les Juifs aiment leurs enfants. Seuls les Juifs aiment la liberté, seuls les Juifs ont des principes, tandis que les Palestiniens sont dépeints comme des êtres inférieurs. Cela reflète une incohérence intellectuelle et expose des motifs politiques. Cependant, nous devons aller au-delà de cela. Je ne connais personne qui a passé du temps dans la communauté palestinienne, que ce soit en Palestine ou dans la diaspora,
qui n'est pas reparti avec l'impression que les Palestiniens sont des gens formidables. Ils aiment leur famille, ont des liens communautaires forts, sont de grands amis, profitent de la vie, ont des aspirations, travaillent dur et sont hautement éduqués. Mais Israël pousse son récit parce que cela lui convient. Et il y a encore de larges segments en Occident qui ne comprennent pas cela. Qui sont-ils? Une dernière chose à propos de Benny Morris. Je lui ai spécifiquement demandé, parce que j'ai lu quelque chose qu'il a écrit. Je lui ai demandé s'il pouvait imaginer des circonstances dans lesquelles Israël expulserait réellement tous les Palestiniens. Je paraphrase ici. Mais il a dit quelque chose comme « Si Israël se sent sous une menace mortelle et est attaqué de tous côtés, il pourrait juste faire cela. » Eh bien, j'ai reçu un message de Benny Morris. Benny Morris, initialement connu comme un progressiste et un révolutionnaire, est devenu l'un des historiens les plus réactionnaires en Israël. Anang, in scheint position. Le cas Benny Morris est une autopromotion des conflits internes. Israël croit qu'il peut rester la force dominante indéfiniment, qu'il peut être comme Sparte pour toujours, construisant une société sur ses principes. Actuellement, Israël détient des Juifs israéliens pour avoir simplement posté sur Twitter, envoyé des messages textes ou pris la parole. Cela devient un régime autoritaire, despotique même parmi son propre peuple, trouvant des excuses pour ses actions. Chaque régime autoritaire raté dans l'histoire a atteint ce point puis s'est effondré. Alors Benny, tu dois arrêter de croire aveuglément en ce récit. Il est temps de revenir à la réalité. Le monde a changé. Nous ne sommes plus en 1948. Cette idée d'être invincible, intouchable et de faire tout ce qu'il faut peut sembler séduisante, mais elle n'est pas convaincante. Oui. De bonnes paroles. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Et je vois que j'ai été gourmand, abusant de mon accueil ici en parlant avec vous. Quel est votre message pour vos détracteurs? Je veux dire, vous êtes le seul avocat que je connais qui a une partie sur son site web destinée à ses détracteurs. Alors, quel est votre message pour eux? La partie amusante, c'est que je n'ai pas mis à jour ce site web depuis 5 ans. Un ami à moi l'a monté pour moi. Récemment, je lui ai parlé et il était étonné de voir comment nous avons rempli les 5 dernières années. Je lui ai dit, il suffit d'agrandir la section des détracteurs. Mon message aux détracteurs est double. Premièrement, vous ne pouvez pas vous laisser piéger à croire que Stanley Cohen fait certaines choses et pas d'autres, croit certaines choses et pas d'autres. Il y a de nombreuses dynamiques en moi, mon travail, mon histoire, ce que j'ai accompli et mes aspirations et espoirs. Les détracteurs ne savent rien de moi. Et un jour, si l'histoire me reconnaît, elle montrera un côté de moi qui prouve mon point. Mon message pour eux est, vous ne me diminuez pas, vous ne me découragez pas, vous ne m'arrêtez pas. J'ai été qui je suis toute ma vie, et cela ne va pas changer. Quand j'étais jeune garçon, adolescent, j'admirais un célèbre grand avocat américain des droits civiques, Clarence Darrow. C'était un idole pour moi, connu pour son rôle dans Inherit the Wind, à la fois le film et le livre. J'ai même une photo dédicacée de Clarence Darrow, avec le livre et l'affiche du film. Cependant, il y a un domaine où je ne suis pas d'accord avec lui. Clarence a sauvé 150 personnes du couloir de la mort et a représenté des affaires notables comme le procès Scopes, souvent appelé le procès Inherit the Wind. Sur son lit de mort, lorsqu'un journaliste a demandé à M. Darrow s'il ferait tout de la même manière s'il avait la chance de tout refaire, Clarence a dit que s'il devait le refaire, il ne le ferait pas du tout. Alors, quand on me demande si je changerais quelque chose si je devais tout refaire, ma réponse, surtout à mes détracteurs, rien. Rien. Je pense que cela dit tout. Stanley Cohen. J'espère avoir prononcé votre nom correctement. Allez-y. C'était un plaisir de vous parler.
C'était une conversation éclairante. Je vois derrière vous une partie de votre histoire ou de votre héritage, n'est-ce pas? J'ai vu une vidéo où vous faisiez visiter votre maison à l'équipe de tournage. Elle est remplie de souvenirs de toutes les parties du monde, n'est-ce pas? Donc, vous êtes vraiment une présence internationale avec une tendance à défendre les opprimés. Je pense que c'est juste de dire, n'est-ce pas? Oui, j'ai généralement 3 facteurs communs dans les affaires politiques. Le premier est que je dois non seulement être d'accord avec, mais aussi me sentir à l'aise avec la politique. Par exemple, je ne représenterai jamais le Ku Klux Klan, même s'ils étaient considérés comme les opprimés dans une communauté donnée. C'est le numéro 1. Le numéro 2, surtout dans les cas politiques, est que je dois développer un lien avec le client, parce que vous passez des milliers d'heures avec eux, dans toutes les circonstances, dans des maisons sûres, dans les montagnes, dans les villages. Il doit donc y avoir une connexion. Et le numéro 3, il y a assez d'avocats qui représentent les 1% et les puissants, comme les prêteurs sur gage. J'ai passé ma vie en tant qu'organisateur, travailleur social, avocat d'aide juridique et avocat politique représentant les laissés pour compte. C'est ce que je fais. Il faut donner de l'espoir. Les gens doivent comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Ils doivent croire en la devise « Osez lutter, osez gagner ». Je me vois comme faisant partie d'un continuum d'activistes, d'avocats et de combattants de partout dans le monde, pas seulement aux États-Unis. Ils comprennent tous que la vie est un voyage très court et vous devez essayer d'en tirer le meilleur parti. Quand vous avez des principes, vous les embrassez et les poursuivez en gérant à la fois leurs coûts et leurs joies. Je voulais demander quels conseils vous donneriez aux jeunes, mais vous avez déjà répondu à cette question. Eh bien, il y a beaucoup de compromis, surtout pour les jeunes. Il y a de nombreux carrefours, beaucoup de moments où je regarde parfois en arrière et me dis « Si j'avais pris cette direction au lieu de celle-là, comment ma vie aurait-elle été différente ?» Et parfois, quand je me demande comment je suis arrivé à cette position particulière, je remonte à un carrefour où je suis allé automatiquement dans une direction. Aux jeunes femmes et hommes du monde, aux futures générations d'activistes, de leaders, d'avocats et de militants, soyez prêts. Mon parrain, que j'ai mentionné plus tôt, m'a fait la leçon quand j'étais jeune homme. Je l'ai ignoré à l'époque, mais j'utilise encore ses conseils. Il m'a dit « Ne laisse jamais les montagnes devenir trop hautes, ni les vallées trop basses. » Je dis cela aux jeunes, mais parfois je l'ignore moi-même. Il y a des petites batailles et des grandes batailles, des petites victoires et des significatives, ainsi que des pertes. Développez vos principes et tenez-vous-y. L'idée que l'ennemi de mon ennemi est mon ami est stupide. Alors, je dis aux jeunes femmes et hommes de garder les yeux ouverts, de poursuivre leurs rêves et de se rappeler qu'ils font partie de la communauté mondiale. Les serments, hymnes, frontières et drapeaux ne sont pas ce qui nous définit. Nous sommes membres d'une communauté globale. Nous avons des frères et sœurs de toutes couleurs, genres, identités et croyances politiques. Si nous voulons exceller en tant qu'êtres humains, nous devons exceller en tant qu'individus. C'est une lutte difficile. Trouvez-la, poursuivez-la et maintenez-la. Sur cette note, Stanley Cohen, merci beaucoup pour cette discussion. C'était un plaisir. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Cela a vraiment été un honneur. De superbes questions, une excellente émission. Merci beaucoup. Thank you so much.